faire des exercices d'approximation, notamment l'approximation des longueurs. Ça, mettons, je vous dis, ça c'est 1 mètre. Combien il y a de mètres entre le sol et le plafond? Là, ça demande de gérer à la fois notre sens du nombre, donc un certain espace, je ne sais pas, je dirais 4 mètres, et le chiffre 4, qui est un nombre symbolique. Donc, il y a une relation entre le nombre symbolique, l'espace, et le symbolique, le 4. Essayez d'évaluer en centimètres la longueur de la feuille, la longueur du crayon. Vous allez voir, si l'élève, admettons, vous dit pour la hauteur du plafond, si vous dites 14 mètres, on s'entend que le sens des nombres, il y a une petite difficulté ici. Bien sûr, ça se développe. En faisant des exercices, ça peut se développer. Faire des exercices d'approximation de ce type-là, est-ce que c'est l'ensemble de gauche ou l'ensemble de droite qui est plus gros? On n'a pas besoin de faire le calcul, hein? On se dit 20, 50, 10, 30, ben le monde, c'est la partie de gauche qui est plus grande. Alors, on n'a pas fait de calcul ici. Et n'importe quel exercice d'approximation, si par exemple on a un nuage de points, on essaie d'évaluer combien il y a de points là-dedans. Est-ce qu'il y en a 12, est-ce qu'il y en a 15, est-ce qu'il y en a 14? C'est un jeu qu'on fait souvent dans les concours. Hein. On met une bouteille, on met des billes dedans, puis on essaie d'estimer combien il y en a. Il y en a 1000, il y en a 500. C'est très étonnant à quel point il y a des gens qui sont très très loin de la vérité, puis il y en a d'autres qui tombent dessus. Par chance, vous les avez peut-être. Okay, mais il y a quand même le sens des nombres qui joue son rôle dans cette estimation-là. Ça vaut la peine de travailler ça avec les élèves. Et finalement, apprendre des tables d'arithmétique, il y a un ensemble de trucs qu'on peut utiliser pour apprendre des tables d'arithmétique. Pratiquer la récupération en mémoire. Si l'élève veut apprendre des tables d'arithmétique, ce n'est pas en les regardant qu'il va les apprendre. C'est en essayant de les récupérer en mémoire, en essayant de les trouver lui-même. Et plus il pratique cette récupération, plus cette récupération devient facile. Espacer les périodes d'apprentissage. Consacrer 1 heure à l'apprentissage des tables, c'est pas optimal. C'est mieux de prendre cette 1 heure-là, de faire une dizaine de minutes à chaque jour. D'espacer ce qui est compatible avec le fonctionnement naturel du cerveau. Structurer les contenus, structurer les tables. Bien sûr, on ne les apprend pas toutes en même temps. Hein. On apprend une certaine partie des tables, on les travaille, on ajoute une autre, on essaie d'organiser le plus possible le contenu, ça facilite l'apprentissage. Et dans ce contexte-ci, les renforcements. C'est drôlement ennuyant pour la plupart des élèves d'apprendre les tables d'arithmétique. D'avoir un système de renforcement, ça peut les aider. Trouble déficitaire de l'attention. Typiquement, chez les élèves, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on remarque que l'attention dans le cerveau, elle est très très près de ce qu'on appelle l'inhibition. C'est quoi l'inhibition? L'inhibition, c'est la capacité de contrôler, de bloquer ses habitudes, ses intuitions, ses automatismes, ses stratégies spontanées. Être attentif, c'est non seulement se concentrer sur une chose, mais c'est inhiber, c'est-à-dire désactiver toutes les distractions. Donc, cette inhibition, c'est très important. Une autre façon de définir l'inhibition, c'est la capacité de résister aux automatismes de sa pensée. Hein, il y a des réactions spontanées qu'on a, des habitudes qu'on a. Corriger ces habitudes-là, ça représente un certain défi. Ça demande une inhibition. Je donne un exemple. Est-ce que quelqu'un, peut-être Andréane, est-ce que tu serais volontaire? Non. Est-ce que tu pourrais me dire la couleur des lettres de chacun des mots, s'il te plaît? Quoi, c'est bleu? Donc bleu, rouge. Jaune, vert, jaune, rouge, bleu, vert, jaune, rouge. OK. Même chose ici. Donc la couleur des lettres. Rouge, jaune, bleu, rouge, vert, bleu, jaune, rouge, bleu, vert. Et c'est parce que je l'ai déjà fait. Avec des enfants en difficulté. Mais habituellement, je fais la démonstration éloquente que c'est très difficile, très difficile de faire la deuxième colonne. Là, c'est moins convaincant. Mais pour répondre à cette deuxième colonne, ça implique de l'inhibition. Ça implique de contrôler notre automatisme à lire le mot. On ne doit pas lire bleu, mais on doit dire rouge. Ça demande de l'inhibition. Et les élèves qui ont un trouble de l'attention ont beaucoup de difficultés dans ce genre de tâches-là qui doivent nécessiter du contrôle cognitif de l'inhibition. Quand on fait preuve d'inhibition,
C'est quelque chose comme ça qui se produit. Donc, si on regarde l'image en bas, on a une habitude qui court, ben, je vais commencer en haut, une habitude qui court très, très, très vite, comme la tendance à lire le mot. Pour être capable de répondre correctement à cette question-là, il ne faut pas que l'habitude l'emporte. Il ne faut pas qu'elle gagne la course, en quelque sorte, pour se rendre jusqu'ici. On fait preuve, on l'a appelé dans un article qu'on a écrit pour les enfants. Donc, on l'appelle capitaine inhibition. Capitaine inhibition doit ralentir, doit bloquer, doit désactiver l'habitude pour être capable de répondre correctement, c'est-à-dire nommer le nom des couleurs. Et ça, c'est quelque chose, l'inhibition, qui est souvent nécessaire. C'est ce qui nous permet de contrôler nos impulsions, nos réflexes, nos habitudes, nos stratégies. Dans le cerveau, comment ça se passe? C'est qu'on a des neurones qui sont interconnectés les uns par rapport aux autres. Et ces neurones-là communiquent les uns par rapport aux autres. Ce neurone-là, par exemple, s'active, il va activer l'autre neurone, qui va activer l'autre neurone, et ainsi de suite. En fait, c'est plus compliqué, hein? C'est plusieurs neurones qui sont interconnectés les uns aux autres. Mais ce qui est important, c'est que pour communiquer les uns avec les autres, il y a un petit espace entre les deux, il doit y avoir des neurotransmetteurs qui sont relâchés. Il peut y avoir des neurotransmetteurs excitateurs qui aident à activer ceux-là, mais il peut y avoir des neurotransmetteurs inhibiteurs qui, au contraire, vont désactiver un neurone, vont faire en sorte que ce neurone ne pourra pas s'activer. Le neurone qui s'active peut représenter nos habitudes, nos automatismes. Nos automatismes et nos habitudes sont liés à des réseaux de neurones qui s'activent très, très, très facilement. Pour ne pas qu'ils s'activent, pour ne pas tomber dans certaines habitudes, il faut donc faire preuve d'inhibition et de contrôle. Et ça représente un défi. Et en particulier pour les élèves qui ont des difficultés. Donc, l'importance des neurotransmetteurs inhibiteurs. Ces neurotransmetteurs inhibiteurs, ces mécanismes d'inhibition sont en lien avec un ensemble de régions cérébrales. Donc, je ne vous parlerai pas en détail, mais ce sont des régions clés dans l'attention, oui, mais aussi dans les processus d'inhibition. Quand les élèves ont recours à des inhibitions, ils activent ces régions-là. Si je vous en parle, c'est parce qu'évidemment, les élèves qui ont un trouble déficitaire d'attention, il y a des particularités par rapport à ces régions. Mais juste avant, quelques exemples d'apprentissage scolaire qui nécessitent de l'inhibition. De distinguer ces lettres-là, c'est pas facile. Parce que notre système visuel a l'habitude de ne pas tenir compte de l'orientation des objets. Qu'on voit un visage de profil gauche ou de profil droit, on est capable de l'identifier. Qu'on voit un ours méchant de profil gauche ou de profil droit, il faut être capable de l'identifier rapidement. Et le système visuel est très, très bon dans le fait de ne pas tenir compte de l'orientation des objets. Quand on apprend à lire, ce n'est pas naturel pour le système visuel. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un seul objet. Ces 4 lettres-là représentent un seul objet qui est retourné dans différentes directions. Donc, pour apprendre à identifier certaines lettres, il faut faire preuve d'inhibition. Si je vous demande laquelle des 2 lignes a le plus de jetons, c'est un peu trompeur, je vous pose la question comme ça, parce qu'en fait, il y a le même nombre de jetons. Mais notre système cérébral a tendance à associer l'espace qui est plus grand à plus de jetons. Mais en fait, ce n'est que l'espace entre les jetons qui n'était pas pareil. Donc, pour être capable de faire ça, ça demande une inhibition. Chez les jeunes enfants, mais même chez les plus vieux. Un autre exemple. Est-ce que selon vous, les objets plus lourds tombent plus rapidement? Vous dites c'est un piège, c'est un piège. On a tendance à penser que les objets plus lourds tombent toujours plus rapidement, mais ce n'est pas le cas. C'est une fausse conception scientifique. Mais lorsqu'on apprend les sciences, il faut inhiber, il faut bloquer notre tendance à dire que les objets plus lourds tombent plus rapidement. Un autre exemple? Vous avez mangé, j'espère? Vous savez, McDo a sorti un jour le quart de livre. L'idée étant de fournir beaucoup de viande, que le consommateur soit heureux, achète des hamburgers et donne de l'argent à McDonald's. Devant le succès de ce magnifique hamburger, il y a la chaîne IW, un compétiteur qui, au début des années 1980, a voulu lancer un nouveau produit pour compétitionner McDo. Ils ont sorti le tiers de livre, en espérant avoir un grand succès. Mais ils n'ont pas eu de succès. Et là, ils se demandaient pourquoi les gens n'achètent pas notre hamburger. Ils sont allés questionner les consommateurs. Ils leur ont demandé, est-ce que c'est parce que vous allez plus souvent au McDo? Est-ce que c'est parce que vous aimez mieux le quart de livre? Parce qu'il est meilleur? Aucune de ces raisons-là expliquées. Les gens disaient, pourquoi j'achèterais un tiers de livre qui coûte le même prix
Alors que je peux en avoir 1 sur 4. 4, c'est bien plus grand que 3. C'est sérieux. Tu as une étude auprès des adultes américains il y a quelques années. Donc, pour dire qu'un tiers est plus grand qu'un quart, il faut faire preuve de contrôle et d'inhibition. Il faut se dire que même si le chiffre est plus petit, en fait, la fraction, elle est plus grande. C'est contre-intuitif. C'est pas évident. À chaque fois que ce genre de situation, il y en a tout le temps à l'école, ben, l'élève qui a un trouble déficitaire d'attention a plus de difficultés à suivre. Donc, tout se passe comme s'il y avait une stratégie spontanée qui était utilisée, ou un automatisme, une habitude, et après avoir appris cette habitude-là, elle ne disparaît pas du cerveau. Les neurones ont toujours tendance à vouloir s'activer, mais il faut inhiber ces neurones-là, donc les désactiver, faire un contrôle cognitif pour qu'une autre stratégie, une autre façon de faire, moins naturelle mais plus efficace, l'emporte. Donc, plusieurs apprentissages scolaires nécessitent cette inhibition. Qu'est-ce qui est spécial dans le cerveau des élèves qui ont un trouble déficitaire d'attention? Vous en doutez, ce sont les régions cérébrales liées à l'inhibition qui sont moins actives. Ici, on remarque que chez les élèves normaux, dans une tâche qui implique de l'inhibition, active notamment cette région-là, qu'on appelle le cortex cingulaire antérieur. L'activation n'est pas présente chez les élèves qui ont un trouble déficitaire d'attention. Pour tout vous dire, il y a un ensemble de recherches qui montrent que plusieurs régions, mais en particulier ces 3 régions-là, qui sont moins activées chez les élèves qui ont un trouble déficitaire d'attention. Ce sont des régions, habituellement, qui deviennent plus activées pour faire preuve d'inhibition et de contrôle cognitif. Donc, encore une fois, des particularités cérébrales des élèves qui ont de la difficulté. Pour la dyslexie, pour la dyscalculie, mais ici, pour le trouble de l'attention. D'où ça vient? Ça serait causé cette fois-ci non pas par des ectopies, non pas par de la difficulté à connecter certaines régions par rapport à d'autres, mais ça serait lié à des neurotransmetteurs. Donc, le fonctionnement des neurotransmetteurs ne fonctionnerait pas de la même façon chez les élèves qui ont un trouble déficitaire de l'attention. Et en particulier, vous en doutez, les neurotransmetteurs inhibiteurs, dont la dopamine. D'ailleurs, on sait que les médicaments qui sont utilisés pour le trouble déficitaire de l'attention, le mécanisme d'action de ces médicaments est notamment en lien avec la dopamine. Et finalement, il y aurait certains gènes qui seraient associés au trouble déficitaire de l'attention, et ces gènes-là impliqueraient notamment la dopamine. Donc, dans le cerveau de l'élève, il n'a pas les mêmes ressources habituellement au niveau de l'inhibition, des neurotransmetteurs inhibiteurs et de leur efficacité, pour être capable de faire preuve de ce contrôle-là que les autres personnes puissent avoir. Il y a carrément des différences biochimiques qui ont un impact sur l'activité cérébrale, qui ont un impact bien sûr sur l'attention, le contrôle de l'impulsivité, la correction d'erreurs fréquentes. Corriger des erreurs fréquentes, c'est se contrôler, c'est bloquer nos habitudes. Ça aussi, c'est difficile. Donc, un ensemble de particularités. Comment peut-on faire pour développer l'inhibition? Je vais vous donner 2 catégories de trucs ou de stratégies. La première catégorie, ça serait de développer l'inhibition en général. Et c'est valable pour les élèves qui ont un trouble déficitaire d'attention, mais pour tous les élèves, on peut dire, ça les vale. Parce que l'inhibition, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un des excellents prédicteurs de la réussite scolaire. Lorsqu'on évalue l'inhibition des jeunes enfants, souvent c'est très en lien avec les performances scolaires qu'ils vont avoir au cours de leur vie académique. Donc, comment développer l'inhibition? Il y a différentes stratégies. Je vous en parle d'une stratégie pédagogique d'abord. Donc, dans cette étude-là, ils ont demandé à des gens de corriger des erreurs de 2 façons. Sans vous expliquer en détail le test, un test de logique très très dur, tout le monde tombe dans le piège. Vous allez tomber dans le piège si je vous le dis, parce que je vous le demanderai pas. C'est difficile à expliquer, ça serait trop long. Mais une tâche de logique qui est difficile. Et c'est difficile parce qu'en fait, dans l'énoncé du problème, on nomme certaines formes, et là, ça fait comme éclater dans notre tête, et on a éclaté au sens figuré, on s'entend. Ça fait comme s'activer dans notre esprit, et on se met à être trop concentré sur les éléments qui sont mentionnés dans l'énoncé. Et à ce moment-là, on tombe dans le piège de donner comme réponse ce qui est écrit dans l'énoncé plutôt que de donner autre chose. Bref, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé 2 approches pédagogiques pour aider les gens à corriger leurs erreurs, à inhiber leur stratégie inappropriée. La stratégie
qui est à l'effet de tenir compte des éléments mentionnés dans l'énoncé. Dans la stratégie B d'abord, on explique comment résoudre un problème similaire et on demande aux élèves d'identifier les bonnes réponses dans le carré et les mauvaises réponses à l'extérieur. C'est une stratégie qui est peu efficace. Dans la deuxième situation, on explique aussi comment résoudre le problème. De la même façon, on fait deux choses de plus. On dit aux élèves, faites attention, il y a un piège dans ce genre de problème. Le piège résulte de la tendance qu'a votre cerveau à trop tenir compte de ce qui est écrit dans l'énoncé. Faites attention, contrôlez-vous. C'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'il demandait aux élèves non seulement d'identifier les bonnes réponses dans le cercle et les mauvaises à l'extérieur, mais d'identifier les mauvaises réponses qui sont tentantes, qu'on a tendance à tomber dans le piège, des réponses pièges en quelque sorte, qui étaient placées dans la partie achevée. Et ça aidait les élèves. Ça aidait les élèves à corriger leurs erreurs difficiles à corriger. Quand vous avez vos enfants qui ont de la difficulté dans une chose, on a l'impression qu'ils progressent un peu, puis le lendemain, ils reviennent en arrière, on dirait que tout est à recommencer. Mais on peut leur dire, hey, fais attention, dans ce problème-là, il y a un piège, tu tombes